Les amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, dans le contexte de ce qui s'est passé en Israël, j'aimerais vous parler de la différence entre le terrorisme et la guerre. Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très instable, très volatile. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous ont la bénédiction de vivre dans des pays en paix, mais tout peut basculer. N'importe quel pays peut, du jour au lendemain, se retrouver plongé en pleine guerre. Regardez l'Ukraine, par exemple. En très peu de temps, des gens qui sont aujourd'hui des civils, qui sont aujourd'hui plombiers, électriciens, profs, chauffeurs de bus, peuvent soudainement se retrouver habillés d'un uniforme, avoir une arme, et puis être au milieu d'un groupe d'hommes ou diriger des hommes, et puis être dans une guerre dont ils n'ont pas complètement compris les contours. Il suffit d'une volonté politique, il suffit de deux banquiers qui décident, et puis nous plongeons dans une guerre, les uns contre les autres. Alors c'est quoi la différence entre une guerre et le terrorisme? Je te donne un exemple. On va jouer un jeu de rôle. Imagine que tu es à la tête d'un groupe d'hommes dans ton pays. Imagine dans ton pays, il est divisé en 2, 3, 4, 5 morceaux de gens qui se tirent dessus pour des raisons, peu importe, politiques, ethniques, religieuses. Tu peux pas savoir. C'est comme ça bascule et puis tu sais, au départ, je vais te dire un truc pour les guerres. Au départ, quand ça bascule, les lignes de front sont très claires. Puis au bout d'un moment, ça se mélange. Comme disait une sorcière algérienne que je connaissais, ça se mélange avec la patte d'un chien. Puis au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment qui fait quoi, ni pourquoi. Mais imagine que tu es dans un merdier pareil. Tu arrives dans un endroit, et puis tu pensais que c'est un objectif militaire. Et puis quand tu arrives, tu trouves que c'est je sais pas moi, par exemple, un lycée, plein de gamins, plein de lycéens cachés sous les tables, ou un cinéma, plein de gens cachés sous les sièges. D'accord, des civils qui regardaient un film, et puis soudainement t'es là, arme à la main. Ou bien un festival de musique en plein air, puis soudainement t'es là. Tu fais quoi? D'accord? Dans un contexte de guerre. D'accord? Dans un contexte de guerre, c'est quoi l'action ici? Tu ne vas pas les massacrer. Tu ne vas pas tuer des civils en masse. Parce que c'est la guerre. D'ailleurs, il y a un concept qu'on appelle crime de guerre. Pourquoi? C'est quoi le crime de guerre? Pourquoi ça existe le crime de guerre? Parce que la guerre n'est pas une sorte de moment dans la vie, dans la vie d'un pays ou d'une nation ou même d'un individu, où soudainement on s'affranchit de toutes les règles de civilisation et de l'humanité. Même la guerre, eh bien, elle a ses limites. C'est pour ça qu'il y a des gens qui finissent une guerre puis qui rentrent chez eux, avec ou sans médaille, peu importe, ils sont vainqueurs ou ils sont perdants, c'est pas important. Et puis qui continuent leur vie, alors que pendant la guerre, ils ont potentiellement tiré sur des gens, ils ont tué des gens. Mais on va pas les poursuivre. On va pas les poursuivre pour assassinat ou meurtre avec préméditation, un truc comme ça. C'était la guerre, ils se sont fait tirer dessus, ils ont tiré dessus. Voilà, c'est réglé. Et d'autres sont poursuivis pour crimes de guerre et se retrouvent devant des tribunaux et restent de sinistres mémoires au travers les générations. Pourquoi? C'est quoi la différence? Il y a des choses qui sont inacceptables, y compris en pleine guerre. Quand par exemple, juste pour prendre un exemple tout simple, le Hamas traverse la frontière israélienne, il arrive, il trouve des jeunes en train de faire une rave party. C'est des jeunes qui sont désarmés, ils sont de toutes les nationalités, ils sont clairement pas belligérants. C'est des gens qui sont en train de faire une teuf, comme on dit, ou comme on disait. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont un autre vocabulaire. Là, tu fais quoi? Est-ce que tu vas tirer en l'air en disant foutez le camp, et puis ils vont partir en courant dans tous les sens, puis au bout de 5 minutes, il n'y a personne? Ou est-ce que tu vas les tuer un par un? C'est ce que le Hamas a fait. Cette dernière option, je te décris. C'est-à-dire que on aurait eu dans ce festival 5 ou 6 morts, ou 10, ou 12. On aurait pu dire, bon, c'est la guerre, parce qu'il y a des gens qui viennent sur les commentaires me dire, oui, mais c'est la guerre, c'est moche. Oui, je sais que la guerre, c'est moche. Et je sais que la guerre, toutes les guerres, y compris la Première Guerre mondiale, et même celle d'avant et celle d'avant, c'est les civils qui payent le plus lourd tribut. Oui, forcément, ils payent le plus lourd tribut parce que ça bombarde, parce que ça tire, parce qu'il y a des famines, parce qu'il y a des épidémies, parce que... Je suis d'accord avec toi. La guerre, c'est dégueulasse, et les civils payent le plus lourd tribut. Et ceux qui engrangent les bénéfices, en général, sont les financiers de ces guerres. Mais, revenons sur le terrain. S'il y avait eu une douzaine de morts dans ce festival, on aurait pu dire quoi? On aurait pu dire, bon, il y a eu des tirs,
Ces jeunes, certains étaient au milieu, n'ont pas pu se soustraire à ces tirs. Il y en a peut-être même qui ont reçu des tirs de la part du dispositif de sécurité ou de la police israélienne ou autre qui a riposté. Puis ça arrive, hein, tu sais, des fois quand ça commence à canarder partout, hein, les gens qui sont au milieu peuvent même recevoir des fois du tir ami, comme on dit. D'accord? Et pourquoi, là, on a 250 morts? On n'a pas une douzaine, on a 250 morts. Dans un festival de musique en plein air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un massacre intentionnel. C'est le fruit d'un système, c'est le fruit d'une volonté. Il trouve ces jeunes et il les passe par les armes, tout un chacun. Voilà l'idée. D'accord? Et ça, c'est la différence entre une guerre et le terrorisme. Quand Daesh a attaqué Paris et a commencé à massacrer des gens dans le Bataclan, par exemple, c'était pas une guerre. Quelqu'un ne peut pas venir dire oui, mais le Bataclan, bon, tu comprends, c'est une guerre, les civils payent le plus lourd tribut. Non, c'était pas une guerre. C'était un massacre. C'est un attentat terroriste. D'accord? Et s'il y avait eu une guerre avec une déclaration de guerre en bonne et due forme, ça aurait été un crime de guerre. Et les gens auraient été poursuivis même des années après. C'est imprescriptible en général. Même des années après, même 20 ans, 30 ans après, ils auraient pu être poursuivis pour ce massacre-là. D'accord? Et je ne dis pas, d'accord? Je ne suis pas en train de condamner les crimes de Hamas sans condamner les crimes d'autres aussi. Le fait de condamner un massacre commis par le Hamas ne veut pas dire que je suis en train d'offrir un satisfecit ou je suis en train d'approuver ou être d'accord avec des crimes commis par d'autres. Les Américains, quand ils ont commis ces horreurs à la prison d'Abu Ghraib en Irak, ils ont été condamnés par la communauté internationale, par tout le monde, par tout un chacun. Et j'ai aussi parlé de ça en ces temps-là. Plus tôt, les Américains avaient massacré un village entier en Vietnam. Pareil, le monde entier était écœuré par ce qui s'est passé. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, Israël va riposter. Et il y aura dans la riposte très certainement des crimes contre l'humanité également. Mais le fait qu'il y en ait un qui les commette, ou que ça a été commis dans le passé, ne va pas absoudre ceux qui les commettent aujourd'hui ou demain aussi. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Israéliens sont engagés dans le cycle de violence. C'est fini. Maintenant, ils vont répondre. C'est ce que voulait le Hamas finalement. Hein? Le Hamas voulait une réponse parce que les gens du Hamas sont pas bêtes. En rentrant en Israël et en commettant des horreurs telles qu'ils les ont commises et en les mettant en scène en plus, c'était pourquoi? C'est pour obtenir une réponse qui permet de ramener le Hamas sur l'avant de la scène. Parce que le Hamas, on n'en entendait plus parler depuis très longtemps. C'est un mot-clé qui a disparu de l'imaginaire collectif. Donc, eux, pour revenir sur le devant de la scène, ils n'avaient qu'une seule option, c'est justement causer des horreurs, forcer Israël à revenir, donc forcer la rue arabe à prendre position pour les Palestiniens, et donc, soudainement, bon, voilà, nous ramener 20 ans en arrière et revenir justement dans cette par la suite, dans une sorte de compétition victimaire, et puis exploiter les morts et tout, et tout, et tout. Vous voyez, donc ils les causent et ils les exploitent. Mais moi, personnellement, je ne serais pas... vous savez, je disais à quelqu'un tout à l'heure, je ne serais pas choqué de voir Netanyahou en train de jouer au golf ou faire un barbecue avec le dirigeant du Hamas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout ça, il ne faut pas oublier. On a un côté... Il y a un côté quand même théâtre derrière tout ça. Si vous regardez en 2020, vous voyez que, par exemple, monsieur, je crois il s'appelait Yassi Cohen, c'était le dirigeant du Mossad à l'époque, il a fait une visite en février 2020 à Doha, au Qatar, pour demander aux Qataris plus de financement pour le Hamas. Les États-Unis versent de l'argent également au Hamas. D'accord? Il y a des documents qui sortent, et puis on voit que, bon, il y a de l'argent qui arrive chez eux. Et en même temps, le jour où le Hamas veut frapper, eh ben, le Mossad et les autres services secrets israéliens ne le voient pas. Et puis après, l'armée met du temps à réagir. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Je ne suis pas conspirationniste, je ne suis pas en train de tirer des conclusions. Je tirerai des conclusions plus tard.
Mais pour le moment, pour moi, les choses sont ce qu'elles ont l'air d'être. Hein. Je ne vais pas réfléchir beaucoup plus loin. Je sais que Israël, bon, ça fait longtemps qu'elle a abandonné ses citoyens. Ça, c'est clair, ça se voit. Je veux dire, j'ai pas envie de revenir sur ces dernières années, hein, sur ces 3-4 dernières années, et des termes utilisés. Hein, quand je vois, moi, le jour, je vais vous dire un truc. Vous vous rappelez, moi, je suis pas meilleur qu'un autre. Hein. Une époque, j'avais sur ma bio Twitter, c'est écrit. Je suis contre ceci, je suis pro cela. Et dans la liste des pros, il y avait Israël. Je l'ai retiré le jour où M. Bourla, hein, le président de Pfizer, a déclaré qu'Israël était le plus grand laboratoire au monde. D'accord? Moi, j'ai pas, à l'époque, j'ai tout de suite été retiré cela parce que moi, j'avais pas soutenu l'existence de ce pays pour que les Juifs deviennent finalement le cobaye d'une entreprise, je crois ils sont allemands, américaines, mais d'origine allemande. Hein, c'était pas le but du jeu, on va dire. Hein, c'est juste pour le dire gentiment. D'accord? Donc, aujourd'hui, j'espère que le message est passé et que l'attaque du Hamas contre Israël n'était pas un acte de guerre, mais c'est un acte de pur terrorisme, juste pour bien clarifier la définition des deux. Parce qu'ils ont massacré consciemment et volontairement et de manière ciblée et massive des civils. D'accord? On n'est pas dans la bourde, oui, il y a un gars au Hamas, il a la gâchette facile, et il a battu des civils, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, c'est un psychopathe. On n'est pas dans cette logique. D'accord? On n'est pas dans ce discours-là. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, ou c'était un accident, où on a tiré, on a lancé un missile sur un hangar, on pensait que c'était des militaires qui se planquaient, finalement il y avait 300 civils qui étaient là-dedans. Mais on n'a pas fait exprès, on jure. On n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose d'intentionnel, de répété, de conscient. D'accord? Et vous voyez, hein, ce que je viens de vous dire aujourd'hui, il n'y a personne qui sort grandi, hein, pour être honnête. D'accord? Je suis pas là pour me faire des amis, vous l'avez compris. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous traduire un morceau de vidéo d'une réaction à chaud d'un musulman. Un musulman très radical, très anti-Israël, vraiment très anti-Israël, le Cheikh Yasser Habib. Il faisait un cours ce jour-là, et puis en aparté, il a arrêté son cours, et il a réagi aux images qu'il avait vues de cette histoire en Israël. Le gars est 100% pro-palestinien et 100% anti-israélien. D'accord? Juste pour vous donner la vision extrême. Et j'aimerais bien que vous écoutiez son discours. J'aimerais bien, je vais le traduire pour vous. Je vais traduire la vidéo, fait je crois une demi-heure en tout. J'ai traduit que 2 ou 3 minutes parce que c'est très difficile de faire du sous-titrage. Je vous le fais 2-3 minutes pour que vous puissiez voir c'est quoi une réaction de quelqu'un qui est aussi extrême anti-Israël, mais qui en même temps a gardé des valeurs humaines. Qui en même temps, il a des valeurs humaines et des valeurs religieuses et des valeurs civilisationnelles avec lesquelles il réfléchit, il analyse la situation. D'accord? Je vous laisse avec ça. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. À très bientôt, mes amis. بس مع الأسف أن الذين ما تتلمذوا على يد الأئمة الأطهار عليهم السلام أو في مدرستهم النورية العظيمة هذه تجدهم يرتكبون من الفظائع والشنائع مع أعدائهم وأحيانا حتى مع من يختلف معهم أدنى اختلاف ما يجعل البشرية تتقزز يعني صراحة خلي شوية الآن يعني نعطل الورقة البحثية شوية هذا الجانب نتكلم فيه بناء على التطورات التي حصلت اليوم. يعني أنا كواحد من المسلمين يعني صراحة منذ صبيحة هذا اليوم يعني أفقت على هذه الأخبار شعرت بشيء من الانتعاش يعني من منا لا ينتعش في أن يقتص من العدو الصهيوني ما يرتكب وما ارتكب في حق هذه الأمة ومقدساتها. كلنا انتعشنا في البداية، لكن مع مضي الساعات أنا شخصياً مشاعري انتكست بعد هذه الفظائع التي ارتكبت من جماعة حماس.
يعني شنو الداعي أنتم تخربون على أنفسكم وعلى سمعتكم وعلى سمعتنا نحن كمسلمين، وبدلا من أن تكسبوا التعاطف العالمي للقضية الفلسطينية العادلة تسببون نفورا وتقززا. أنا تقززت صراحة يعني من هالمناظر اللي رأيتها. يعني أي شرع هذا؟ أي دين؟ أي أخلاق؟ هذا شرع محمد صلى الله عليه وآله أنه هكذا يفعل بالجثث وتمثيل؟ إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. مبادئ محمد المصطفى وعلي المرتضى صلوات الله عليهم، أخلاقية الحرب في الإسلام أين ذهبت؟ بشاعة يا أخي، بشاعة. إحنا ما عندنا في الإسلام الأسير إذا أخذ يعذب. ترى بالمناسبة سامعين بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله شيء من هذا؟ ماكو. الأسير لا يعذب في الإسلام، فضلا عن الميت. يعني الميت القتيل ذاك منهج قريش، منهج أبي سفيان، منهج هند آكلة الأكباد التي مثلت بجثمان حمزة عليه السلام ولاكت كبده. ذاك منهج الكفرة الفجرة، مو منهجنا إحنا المسلمين. فشنو الداعي لهذه الفظائع التي ارتكبت؟ اغتصاب لنساء إسرائيليات وتجريدهن من ثيابهن بطريقة مقززة ويجروهن، ويعني موتى، بعضهن موتى، يعني موتى. هذا الإسلام؟ هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وآله؟ امرأة مسنة يأخذونها مدنية، يعني لا محاربة، لا يأخذونها رهينة، يدخلون على بيت رجال، رجل، امرأة، أطفال صغار من هاي المستوطنات الموجودة حول غزة، ويفتحون النار عليهم حتى على الأطفال ويصورون ذلك وينشرونه والكل يصيح الله أكبر. يعني مع الأسف صراحة لا مسؤولية لا أخلاق. ليش يا أخي؟ وأنت بدأت شيء كان مذهلا يعني من البداية، في العمق الإسرائيلي دخلت، الكل انتعش، مع أنه نحن على طرف النقيض من حماس وأخواتها يعني. فبالفعل انتعشنا في البداية، لكن مع الأسف يأبى الذي تربى على يد أبي بكر وعمر إلا أن يفسد، وإلا أن يخرب، وإلا أن يتوحش، وإلا أن يصبح دمويا، وإلا أن يصبح قذرا. يعني أنت تأخذ امرأة بالله عليك وتجردها هكذا، وهذا فخر يعني بهالطريقة؟ هذا هو يعني نصر هذا للإسلام والمسلمين؟ حتى وإن كانت مجندة، ويقول لك هو مجندة مثلا، وإذا مجندة يعني هذا هو الإسلام؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يجرد النساء من ثيابهن، وهذا يصيح وهذا يضرب وهذا كذا وهذا يفعل المناظر المقززة. يعني بصراحة شيء قرف، والله جدا انقرفت منهم يعني صراحة. فلا وفقهم الله ولا وفق الله الصهاينة، لا هؤلاء ولا هؤلاء، مع الأسف يعني.